Heureusement pour vous que Juliette, ça a réglé le problème, c'est très bien. Voilà. Donc j'ai remis le tableau à zéro. Très bien. Je vais lancer l'enregistrement dès que vous direz que c'est prêt. Ok. Et pour les personnes qui n'entendent pas, j'essaierai de mettre l'enregistrement rapidement en ligne. Donc je vous laisserai faire suivre l'adresse. Oui, oui, bon, ça on verra ça après ensemble, en effet, Thierry. Pas de problème. Thierry, est-ce que tu pourrais peut-être vérifier si je vois qu'il y a a priori encore une ou deux autres personnes sur la cime, l'une devant le bâtiment et l'autre au point d'entrée à l'arrière, et peut-être éventuellement aller jeter un œil rapidement pour voir s'il s'agit d'étudiants qui ont du mal à regagner la salle ou s'il s'agit d'autres personnes de passage qu'il n'est pas nécessaire de les attendre. Bon, parfait. Vanessa arrive, on se déplace. Je ne sais pas si vous étiez là avant, il commence à y avoir beaucoup de monde. Tu as vu des gens du coup, Thierry? Une personne est partie directement et puis l'autre a disparu aussi de la carte en même temps. D'accord. Tu leur as fait Donc j'ai peur. surveillé la carte et puis voilà. Il y en a une, oui, a priori, hein. À peine je Bon, suis arrivé, hop, elle est partie. très bien. Bon, Sniff. écoute, merci. Bon, je propose, Doban, que nous puissions commencer. Je donne quelques éléments Oui, parfait. généraux et puis je cède la place, bien sûr. Voilà, donc à nouveau, bonsoir à toutes et à tous, hein, pour ceux que je n'ai pas encore vus jusqu'à maintenant. Bienvenue donc pour ce premier cours en présence donc de votre enseignante Doba Carré que je remercie pour cet enseignement très innovant qu'elle délivre maintenant depuis plusieurs années avec nous dans les mondes virtuels et pour, je crois, le plus grand bénéfice de celles et ceux dans les promotions précédentes qui ont pu suivre ce cours. Alors, avant le début même du cours, je rappelle simplement les consignes un peu habituelles. Alors, première consigne, derrière moi, vous le voyez, il y a un tableau, hein, finalement une sorte de vidéoprojection, si l'on veut. Il s'agit du diaporama du cours de Maître Doba Carré. Nous vous demandons de surtout ne pas cliquer sur ce tableau car cela ferait défiler les diapos. C'est votre enseignante qui en maîtrisera l'avancement au fur et à mesure du cours, hein. Si vous désirez en revanche voir mieux ce qui apparaît sur le panneau, vous pouvez, je vous le rappelle, utiliser la commande Alt ou Pomme, en principe, me semble-t-il, pour ceux qui sont sur Mac, avec un clic gauche, hein, qui transforme votre pointeur de souris en petit plus, hein, une forme de loupe. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir zoomer sur tel ou tel élément. Concernant la manière d'interagir pendant ces séances, j'ai ton micro, Thierry. Ah, Euh, pardon, excuse-moi. Concernant l'interaction pendant ces séances, eh bien, bon, première voyez consigne qu'il faut toujours bien rappeler, c'est vous coupez votre micro
lorsque vous n'intervenez pas, hein. Donc, si vous ne parlez pas, vous coupez le micro en utilisant le bouton parler en bas de l'écran et vous ne les réactivez qu'au moment où vous intervenez. Les interactions doivent en effet avoir lieu oralement, hein, sauf cas particulier de certains d'entre vous qui n'auraient pas réussi à activer le micro. En dehors de ces cas-là, on vous demande vraiment de prendre la parole oralement lorsque vous désirez le faire. Pour cela, nous avons mis en place un petit système qui est simple, c'est que vous vous levez si vous voulez prendre la parole. Comme ça, votre enseignante sait que si vous vous levez à un moment, c'est que vous demandez la parole et elle pourra vous la passer au moment opportun à ce moment-là. Voilà pour ces consignes. En dehors de cela, je vais aller m'asseoir au fond, laisser les commandes à Dobacaré et vous souhaiter une bonne séance. Alors, bonsoir à tous. Ça me fait plaisir d'avoir une nouvelle cohorte pour cette année 2014. Comment on va fonctionner pour chaque séance? Je vais faire en fait un résumé de certains points que je trouve importants dans le cours. Normalement, avant chaque séance, je vous demanderai de lire les lectures qui sont sur le site Moodle. Donc pour chaque cours, vous allez voir que il y a des lectures. Donc ça serait bon pour les fins du cours, pour qu'on ait une bonne interaction, que vous répondiez aux cas pratiques et à certaines questions que je vous poserai lors du cours, que vous soyez au courant et lisiez attentivement les lectures que je vous ai données sur le site Moodle. Avant de commencer, est-ce qu'il y aurait quelques questions sur l'organisation du cours ou ce qu'on va apprendre ici? Non, je ne vois personne debout. Alors écoutez, on va commencer. Donc au tableau, il y a le PowerPoint. Ce PowerPoint, vous l'avez également dans le cours Moodle. Vous verrez le cours numéro 1. C'est le PowerPoint qui est au tableau. C'est le même qu'il y a dans votre cours. Donc si vous voulez avoir accès ou mieux le voir, vous pouvez aller directement sur Moodle, le regarder. Pour commencer, j'avais posé quelques questions sur le forum pour qu'on ait une petite interaction. Alors, je remercie particulièrement Ségolène, Juliette, Zina, Célia et Pamela pour avoir répondu et avoir donné leur avis sur la question au niveau de l'État canadien, un État fédéral. Alors, c'était vraiment pour savoir si déjà vous aviez lu un petit peu les documents que j'avais mis en ligne et puis commencer à vous connaître un petit peu. Alors, merci pour ces étudiants qui ont pris soin de partager, de participer sur ce forum. Alors, pour commencer, je vais rappeler, je vous disais, des notions qui sont importantes dans le cours. Vous verrez que le Canada, au niveau législatif, politique, est différent de la France. Tout d'abord, je vais vous donner quelques notions du Canada en tant que confédération. On parle en fait, beaucoup de personnes parleraient du Canada comme une fédération, mais le véritable terme en l'espèce est une confédération. Je vais vous expliquer pourquoi. Si on reprend le dictionnaire français, le petit Robert, une confédération, c'est en fait une union de plusieurs États qui s'associent tout en conservant leur souveraineté. Alors qu'une fédération, c'est un groupement, une union de plusieurs États en un seul État fédéral. Et dans un sens plus moderne, on appelle ça un État fédéral qui est considéré comme une force d'unification. Donc ces définitions du dictionnaire ne correspondent pas vraiment à la réalité de la Confédération canadienne. Et puis je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, je voudrais faire une distinction avec la France, qui est, comme vous le savez tous, un État unitaire, une unité de souveraineté interne, mais également externe. On parle en France, puis en Espagne, de décentralisation de fonctions exécutives, législatives, une décentralisation de fonctions judiciaires également. La Confédération, c'est en fait une association d'États déléguant l'exercice de certains de leurs pouvoirs souverains, internes ou externes. Alors la souveraineté demeure celle de l'État qui est associé. Exemple, on peut parler de la communauté, comme le Parlement européen.
Également, le Parlement de la communauté, on a des conseils de ministres, des conseils des chefs d'État et de gouvernement. On peut parler du traité de Rome, la Cour de justice européenne. Tout ça, en fait, fonctionnerait comme une confédération selon la définition qu'on parle actuellement. Donc l'État fédéral, c'est un État qui a une souveraineté qui est divisée. On a deux ordres de gouvernement ayant chacun une compétence, qui est rationnée matériae et rationnée personnelle. On a des exemples de ça, qui est l'Allemagne, les États-Unis, la Suisse, l'Australie et en quelque sorte le Canada. Le Canada, comme je vous le disais, est vraiment, on va dire, au milieu d'un État fédéral et d'un État confédéré. Les caractéristiques du fédéralisme, et là où vraiment le Canada rejoint pour sa part le fédéralisme, c'est que le fédéralisme peut prendre tout d'abord plusieurs formes qui sont multiples et variées. On pourra voir dans des exemples au niveau mondial qu'il n'y a pas deux fédérations qui sont exactement sur le même modèle. Mais en règle générale, chacun des modèles de fédération présente des caractéristiques qui sont essentielles et qui définissent ce que c'est un État fédéral. Alors, plusieurs points importants. Le fédéralisme implique tout d'abord une répartition des compétences législatives. Alors, il y a plusieurs modèles. D'accord. Le modèle du Canada est un modèle où en fait on a deux listes de compétences, comme on va le voir dans la loi constitutionnelle. Il y a une liste de compétences qui est pour les États membres et on en a une autre qui est pour des pouvoirs résiduaires qui sont pour l'État fédéral en tant que tel. Ça, c'est le cas du Canada. Mais il y a d'autres modèles d'une fédération. Vous savez que le cas américain, les États-Unis, sont également une fédération. Et dans ce modèle-ci, on a une liste unique de compétences à la fédération et des pouvoirs résiduaires pour les États membres. Et puis il y a d'autres modèles également où on peut rencontrer une panachée de ces formules-là. Ensuite, une autre caractéristique importante de la fédération, c'est une protection contre le changement unilatéral. Okay, ça veut dire que pour changer la constitution ou la répartition des compétences au niveau des États, de l'État fédéral et puis des provinces, il faut une formule d'amendement précise. Okay, on verra que la loi constitutionnelle, dans notre cas, la loi constitutionnelle 1982, prévoit précisément comment amender la Constitution. Également, une autre caractéristique de la fédération, c'est un mécanisme d'arbitrage. Donc, à partir d'un moment où on a un conflit de juridiction entre deux ordres de gouvernement, admettons le Québec et le Canada ne sont pas d'accord sur un point de compétence, à savoir qui de la province ou du Canada va exercer son pouvoir, et bien à ce moment-là, il faut un organisme qui va résoudre les conflits de juridiction. Alors, au Canada, jusqu'en 1949, on pouvait l'appeler l'arbitre suprême, c'était le conseil judiciaire du conseil privé. Ce comité était un comité qui était extérieur et impartial. Depuis 1982, c'est la Cour suprême du Canada qui agit à titre d'arbitre. On va voir un petit peu plus tard quand on verra quels sont les ordres de juridiction au niveau du système judiciaire. On verra que la Cour suprême est en fait la plus haute cour qu'on a au Canada. D'accord, c'est elle qui est vraiment, à partir du moment où on passe toutes les étapes des cours au niveau provincial, la dernière étape, comme en France on parle de cour de cassation, eh ben, au Canada on parlera de la Cour suprême. Donc c'est elle qui régit finalement au niveau judiciaire les grands débats qui passent en dernier recours, mais également au niveau constitutionnel. On n'a pas une cour constitutionnelle ici, mais plutôt une Cour suprême. Je vais m'interrompre une petite seconde. Il y a quelqu'un qui prend des photos de la classe. Je ne sais pas si c'est Thierry, mais ça me dérange un petit peu. J'entends un bruit de fond. Si tu peux attendre que j'arrête de parler pour les prendre, ça serait mieux pour moi. Je te remercie beaucoup. Donc, on va reprendre. Donc, je disais, c'est bien la Cour suprême qui va agir à titre d'arbitre si on a un problème au niveau de conflit de juridiction entre deux ordres de gouvernement. Donc ça encore, c'est une caractéristique importante qu'on ait une cour ou un arbitre qui soit externe et neutre
pour réglementer les différentes de juridictions entre des ordres de gouvernement. Alors, est-ce que la grosse question qui se posait, c'est est-ce que la Cour suprême est vraiment neutre? Bon. Alors, au niveau de sa nomination, comment sont nominés les juges à l'intérieur? On va dire que la composition de la Cour suprême reflète une diversité régionale. On a 3 juges qui viennent du Québec, qui siègent à la Cour suprême. On a 3 juges de l'Ontario, 3 juges des provinces de l'Ouest et 3 juges des Maritimes. Les nominations sont faites unilatéralement par le gouvernement fédéral. Alors, l'apparence d'impartialité dans les matières constitutionnelles et surtout dans la répartition des compétences législatives, selon moi et selon plusieurs personnes, laisse totalement à désirer parce que les nominations, comme je vous disais, sont faites par le gouvernement fédéral. Donc, c'est sûr que ça laisse à désirer au niveau de la neutralité. Donc, une autre caractéristique qui est importante quand on parle de fédération, c'est que la Constitution soit évidemment écrite. Okay, il ne faut pas une Constitution qui soit trop souple, qui soit verbale également. Il faut quelque chose d'écrit où les ordres de compétences entre le fédéral et le provincial soient bien réglementés. Et puis je vous disais également, il faut une formule d'amendement à cette Constitution, si on veut la modifier, qui soit quand même assez rigide. Au niveau du Canada, avant 1982, on pouvait parler d'une constitution plutôt souple. La répartition écrite s'imposait aux gouvernants, mais avec des possibilités de modification unilatérale par simple demande au Parlement britannique. Depuis 1982, la répartition est protégée par une formule d'amendement plutôt rigide et est-ce qu'on préfère pour avoir une meilleure répartition des compétences qui ne puissent être changées comme on veut. Ensuite, on parlera du rôle du Sénat dans les caractéristiques d'un État fédéral. Alors, dans plusieurs constitutions fédérales, le Sénat ou la Chambre haute sert de chambre de représentation régionale au sein même de la législature fédérale. Alors, c'est le cas aux États-Unis, où le Sénat est composé de 2 sénateurs par État, et quelle que soit la population de ces États, alors que la Chambre des représentants est composée sur la base d'une représentation proportionnelle à la population des États. Au Canada, comment ça se passe? Le Sénat n'est pas électif. En fait, la nomination de ses membres se fait par le gouvernement fédéral et les bases essentiellement partisanes de ces nominations font du Sénat une institution dont la légitimité démocratique est, selon nous, proche du coefficient 0. Alors, j'aurais une petite question. Si vous avez fait vos lectures, je vais être un petit peu souple, c'est sûr, pour le premier cours. Je ne sais pas si vous étiez tous au courant qu'il faut faire les lectures avant d'arriver en cours. C'est sûr que je donne un petit peu les points essentiels en cours pour vous les faire rappeler. Mais j'aime ça avoir une interaction également avec les étudiants et je pense que Second Life en fait est vraiment l'outil adéquat pour ce faire. Alors autant en profiter. Donc, je vous demanderai quelle est la forme de la Constitution au Canada. C'est dans votre cours. Si vous l'avez pas lu, vous pouvez le feuilleter très rapidement. Pour ceux qui l'ont lu, je vous demanderai de vous lever et puis de prendre la parole. Quelle est la forme de la Constitution au Canada? Personne? Alors, je vais vous mettre un petit peu sur la voie. Ah, je vois Anaïs. Est-ce que c'est ça? Oui, bonjour maître. Oh, Vous bonjour. m'entendez? Je vous Oui. entends très bien. Alors, pour commencer, on peut dire que la Constitution est mixte, c'est-à-dire de droit écrit et en même temps de droit coutumier, donc de la common law. Donc, c'est-à-dire les règles créées par une juridiction. Donc, c'est la spécificité de la Constitution du Canada. Voilà. Tandis que en France, nous avons une constitution écrite, voilà, tout simplement. Si je ne me trompe pas. Vous avez totalement raison. Je vous remercie pour votre intervention. Merci. Alors,
C'est tout à fait ça. En fait, la particularité du Canada et de sa constitution, c'est que on a évidemment une inspiration britannique, anglo-saxonne, de common law. Donc, on a une partie qui est écrite où on a des lois constitutionnelles, comme la loi de 1982 et des lois ordinaires fédérales ou provinciales qui régissent la Constitution. Puis on a également une partie qui est coutumière. Ce sont des règles constitutionnelles qui ont été élaborées par les tribunaux. Alors, si vous voulez, vous avez fait une bonne référence en même temps à la France. Et puis, je vais vous dire que au niveau de la jurisprudence canadienne, puis je pense que dans le cours, je vous ai peut-être mis, je pense que oui, il y aura quelques références à certains arrêts de jurisprudence. Alors, les décisions ici font des centaines de pages, dépendamment de là où on se retrouve. Et puis quand on va en Cour suprême, ça peut être même 200 pages de décision. Donc c'est vraiment différent par rapport à la France, où je me souviens quand j'ai fait mes études il y a plusieurs années, on avait juste quelques pages de décision et puis on avait fini à faire notre petit résumé de cas jurisprudentiels. Mais alors ici, quand vous avez à lire une décision, ça vous prend plus d'une journée. Donc ça c'est pour la petite anecdote. Et pour que vous vous souveniez que oui, la Constitution est faite d'une partie qui est coutumière et qui est très importante également. Je vous dirais également que dans sa partie coutumière, on a également des conventions constitutionnelles qui régissent cette partie coutumière de la Constitution. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce qu'une convention constitutionnelle? Anaïs, allez-y, je vous sens lancer là. Oui. Donc une convention constitutionnelle, de manière très simple, elles font partie intégrante de la Constitution, mais sans avoir de force contraignante. Voilà, c'est à peu près globalement ce que j'ai compris, sans avoir plus de détails. Voilà. D'accord. Alors c'est tout à fait ça. Une convention constitutionnelle, en fait, c'est en fait une décision de jurisprudence, ou ça peut être également un précédent historique. Donc on a deux choses. Soit on a déjà vu également des conventions constitutionnelles qui étaient juste des obitaires, ça veut dire des propos en fait d'un juge dans une décision qui n'ont rien à voir avec la décision de justice, mais un propos qui donnerait comme ça, qui serait comment dirais-je, un obiter dictum, euh, on va dire un propos sur une question constitutionnelle qui soulèverait dans sa décision et qui peut également faire l'objet de conventions constitutionnelles. Alors, ces conventions constitutionnelles font partie de la Constitution en tant que précédent, mais elles ne sont pas légalement contraignantes au niveau constitutionnel. Okay, donc c'est important de se souvenir de ça. Elles incluent, par exemple, l'existence d'un cabinet parlementaire, ou bien le fait que le gouverneur général sanctionne habituellement les lois du Parlement, et l'obligation que le Premier ministre a de déclencher une élection s'il perd un vote de confiance. Donc tout ça, en fait, ce sont des précédents qu'on appelle une convention constitutionnelle, mais qui font l'objet intégrante de la Constitution. Donc c'est ça. On va passer au point numéro 3. Je m'excuse, j'ai oublié de passer en revue le PowerPoint que vous avez au tableau. Alors, où est-ce qu'on en est? Ah, d'accord. Ouais, bah ça c'est sur le... Ok, bon, on en vient. Donc un autre point que je voulais vous rappeler, c'était au niveau des éléments législatifs fondamentaux du système juridique québécois et canadien.
sur le partage des compétences du système fédéral. Alors, est-ce que quelqu'un peut me dire comment sont partagés les pouvoirs législatifs au Canada? Je pense que Kama Aziz s'est mis debout en premier. Est-ce que c'est votre nom? Ah, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ah, pardon. Je m'excuse tout d'abord pour le bruit de fond. J'ai mon fils qui est à côté. J'arrive pas à le coucher, donc je m'excuse par avance si vous l'entendez. Par rapport à la question, il me semble que le pouvoir législatif est, euh, est composé de pouvoirs, enfin des pouvoirs provinciaux, enfin le pouvoir fédéral et le pouvoir et les pouvoirs provinciaux. Si, si ma mémoire est bonne. Parfait. Pouvez-vous me dire, euh, pouvez-vous me dire euh, pouvez-vous me dire quels sont les articles qui définissent les pouvoirs, le partage de ces pouvoirs? Alors, je vois plusieurs personnes debout. Est-ce que... Attendez, j'essaye de... Il y a Ségolène qui a levé la main? Non? Ou... Bah, que quelqu'un prenne la parole parce qu'il y a trop de noms. Ou... Allô? Oui, allez-y, je vous entends. Votre nom? C'est en vertu C'est Nawal. Ok, bonjour. Bonjour. C'est en vertu des articles 91 et 92 de la loi constitutionnelle de 1867. D'accord, parfait. Alors c'est tout à fait ça. Si vous devez connaître deux articles de la Constitution canadienne, si un jour vous voulez faire les beaux et les belles devant vos camarades et puis on vous demande comment ça fonctionne le système là-bas au Canada, vous direz article 91 et 92 de la loi constitutionnelle de 1867, deux articles clés vraiment à connaître. Ce sont ces articles qui régissent vraiment le partage des pouvoirs législatifs au Canada. Donc, les pouvoirs du Parlement fédéral et des parlements provinciaux sont divisés et partagés selon ces domaines de compétences. Alors, l'article 91 en lui-même traite des pouvoirs exclusifs du Parlement fédéral. C'est une attribution des compétences exclusives au Parlement fédéral qui sont prévues au paragraphe 1 à 29 de cet article 91, qui dit le Parlement fédéral a le pouvoir des lois pour la paix, l'ordre et le bon gouvernement du Canada, relativement à toutes les matières ne tombant pas dans les catégories de sujets exclusivement assignés par la présente loi aux législatures des provinces. Donc, l'ordre, le bon gouvernement, on parle de tout ce qui a trait à la sécurité, à l'armée, à la police. Tout ça, c'est de pouvoir exclusif du Parlement fédéral. Et pour un exemple, on a un code qui est un code criminel qui est de compétence totalement fédérale. Donc tout ce qui a trait au crime, c'est de la compétence fédérale. L'article 91-29 vous spécifie bien que le Parlement fédéral a quand même un pouvoir qui est résiduel. Ça veut dire que le Parlement fédéral aura compétence, sauf si la compétence est expressément attribuée aux provinces ou alors que rien n'est prévu. Donc si on a un vide juridique, on ne sait pas, rien n'est prévu, a été expressément attribué à la province, à ce moment-là, c'est le Parlement fédéral qui aura compétence. Et l'article 92 traite des pouvoirs exclusifs du Parlement provincial, qui sont en fait pour toute question de droit privé. Alors, il arrive aussi qu'il y ait des matières qui soient de la compétence aussi bien du Parlement fédéral que de législature provinciale, et ça peut arriver dans certains cas. Ok. Autre chose qui est très importante dans la Constitution, ce sont nos garanties fondamentales. Alors, nous avons deux chartes. On a la Charte canadienne des droits et libertés, et on a la Charte québécoise des droits et libertés.
Au niveau du Canada, la Charte canadienne a été incorporée à la Constitution canadienne depuis la réforme de 1982 et elle fait complètement partie intégrante de la Constitution, c'est dire à quel point euh, nos libertés sont protégées par la Constitution même du Canada. Donc on parle évidemment des libertés de conscience, de religion, de pensée et d'expression. Alors, il y a possiblement des dérogations qui peuvent être faites à la charte. Et puis à ce moment-là, on a vraiment un test qu'on appelle le test de Ox, en référence à la jurisprudence qui a eu lieu par la Cour suprême, la jurisprudence Ox, O-A-K-E-S. Et ce test, vous l'avez dans votre cours. Alors, la question qui s'est posée plusieurs fois devant la Cour suprême, c'est, admettons que une province ou même le fédéral, le Parlement fédéral, font une loi et que cette loi entrave un droit ou une liberté qui est reconnue dans la charte. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que cette loi va passer? Est-ce qu'elle est justifiable? Ou alors est-ce qu'elle doit directement être reconnue nulle par rapport à la charte canadienne? Alors, c'est l'article 1 de la charte qui prévoit qu'un droit peut être restreint s'il y a une justification, on va dire raisonnable ou même nécessaire dans le cadre d'une société libre et démocratique. Alors, il y a un test qui est très important. Et ce test, c'est de connaître, c'est en fait une procédure particulière. Tout d'abord, premièrement, il s'agit d'identifier la loi qui porte atteinte à un droit garanti, c'est évident. Dans un second temps, c'est identifier la règle de droit qui restreint l'application de ce droit. Et dans un troisième temps, donner la preuve de la limite raisonnable. Alors, c'est évident que vous imaginez comment c'est vraiment laissé à l'appréciation du juge. C'est vraiment du cas par cas. Qu'est-ce que la raisonnabilité d'une limite par rapport à nos libertés qui sont prévues dans la charte? Alors, le test qui a été fait, c'est pour savoir si une limite est raisonnable. Il faut d'abord trouver l'objectif qui est poursuivi. Ok, quel est l'objectif qui est poursuivi par cette loi qui veut entraver nos droits et libertés et son degré d'importance? Et deuxièmement, la proportionnalité des moyens qui est employée. Donc la limite rationnelle, une atteinte minimale, la proportionnalité dans ses effets. Donc tout ça, c'est un test qui est important, qui est au Canada, est très connu et qui a fait l'objet de beaucoup de jurisprudence à partir du moment où une loi, on se demande si la loi entrave nos droits et libertés. Alors, je vais faire un petit cas pratique avec vous. Vous poser une petite question et vous demander d'y répondre en prenant bien en compte ce test-là. Vous avez vraiment pas besoin d'avoir du matériel avec vous. C'est vraiment un raisonnement juridique que j'aimerais que vous fassiez. Admettons qu'on a une loi fédérale et puis c'est un cas qui s'est réellement retrouvé devant les tribunaux. Admettons que nous avons une loi fédérale qui interdit à une compagnie de tabac de faire de la publicité. Oh, je demanderai si vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît. Il y a un micro qui doit être allumé chez l'un de chez vous, ça fait un écho important. Allô? Ok, c'est bon, je vous remercie. Donc, je vais reprendre le cas pratique. Une loi fédérale interdit aux compagnies de tabac de faire de la publicité. La compagnie de tabac, évidemment, s'estime lésée par cette loi et poursuit l'État pour atteinte à sa liberté d'expression. Selon vous, comment le juge devrait raisonner face à une telle situation? Moi, je sais, par rapport à l'ordre public, non? Je m'excuse, qui veut parler? S'il vous plaît, levez-vous et dites votre nom pour que je puisse savoir qui parle. Là aussi, hein. Oui. Je viens de le remettre. Bah oui, c'est pour parler. Pardon. Est-ce que quelqu'un veut parler? Vous m'entendez?
Oui, je vous entends. C'est Naval, c'est ça? Coupé. Vas-y. C'est Nawal. Très bien, je vous écoute, vous pouvez parler. Le juge raisonnera par rapport à la charte en premier lieu et également par rapport à l'ordre public. Si la publicité elle porte atteinte fortement à l'ordre public, il serait préférable de limiter cette liberté d'expression. C'est ça, mais si vous devez reprendre le test que je vous ai donné, alors on a dit, on va regarder l'objectif poursuivi. Quel est l'objectif poursuivi par cette loi? Hmm. Bah, ce serait... L'ordre public. Bah, La c'est santé. une protection, oui, protection de la santé publique. Oui, parfait, c'est ce que j'attendais de vous. Qui a parlé? C'est Nawal Et Claire. et Claire Ah, Davias. ouais, Claire. Ok, alors c'est ça. Alors bravo à toutes les deux, c'est tout à fait ça. Ok, il y a une loi fédérale qui interdit aux compagnies de tabac de faire de la publicité parce que son objectif principal qu'elle poursuit, c'est l'objectif de santé publique. Alors, est-ce que vous pensez que si vous faites poids de mesure, mettez-vous à la place d'un juge et qu'en pensez-vous? Est-ce que d'un côté de la balance, l'objectif de santé publique est plus important que la liberté d'expression et de faire de la publicité, ou est moins important? Quel est le lien, l'atteinte minimale? Qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, je pense que dans ce cas enfin, dans le cas d'espèce, il est préférable de le limiter. C'est pour ça, par exemple, que sur les paquets de cigarettes, on peut voir En France. en France des messages De santé publique. de santé publique, de protection de santé publique ou d'information, par exemple indiquant que fumer tue ou provoque des maladies graves comme le cancer. Donc je pense que l'objectif premier, ce serait la protection de la santé publique avant la liberté. L'objectif de santé publique est quand même plus important que la liberté qui est dans la charte, la liberté d'expression. Sauf que dans notre cas, ici, la publicité pour les compagnies de tabac a été, suite à cette jurisprudence, a été limitée, mais pas dans son entier. Ça veut dire qu'il y a quand même de la publicité qui se fait sur le tabac, mais cette publicité est vraiment très très réglementée. Par exemple, il ne doit pas y avoir de publicité pour des mineurs au niveau du tabac. Puis je me souviens plus d'autres, mais en tout cas, ça a été vraiment très très réglementé. Donc, on a essayé vraiment de donner une balance entre l'objectif de santé publique et également la liberté de publicité de ces compagnies. Je pense, si je me souviens bien, dans le temps où je fumais, je pense qu'aux États-Unis, il n'y a pas ces avis sur les paquets de cigarettes, comme quoi la cigarette tue ou peut porter le cancer, à moins que je me trompe. Mais je pense pas qu'aux États-Unis, je pense qu'aux États-Unis, la liberté d'expression est plus importante que le reste. À moins que je me trompe, mais je me souviens que leur paquet de cigarettes, il n'y avait rien du tout noté dessus. Par contre, au Québec, oui, vous avez exactement comme en France depuis peu, hein, depuis pas si longtemps que ça, vous avez maintenant des photos qui donnent pas du tout envie de fumer sur les paquets de cigarettes. C'est pour ça que j'ai arrêté. Voilà, donc ça c'était pour un petit exercice pour que vous reteniez bien ce test de Hox. L'arrêt de principe en la matière, vous l'avez dans votre cours, c'est la reine. R contre Hox veut dire la reine contre Hox, parce que la reine, c'est en fait l'État. Vous savez qu'on est encore gouverné par la reine d'Angleterre. Donc la reine ici signifie l'État. Reine contre Hox de 1986. Donc je vous disais également, pour changer de sujet, on a également la Charte des droits et libertés au Québec. Cette Charte des droits et libertés ne fait pas partie de la Constitution, mais quand on vit dans la province de Québec, c'est la charte auquel on fait référence en premier. Elle rejoint tous les droits et libertés qui sont offerts au Canada.
Donc, pour revenir aux limites aux droits et à libertés, dans la page 17 et 18 de votre cours, je vous parle des limites qui peuvent découler d'un choix volontaire du bénéficiaire. Au Québec, on peut vouloir réfuter un droit qui est dans la charte du Québec, mais on doit faire quand même attention parce qu'il y a l'article 8 du Code civil du Québec qui dit qu'on ne peut renoncer à l'exercice des droits civils que dans la mesure où le permet l'ordre public. Donc, par exemple, un travailleur qui serait handicapé ne pourra pas valablement renoncer à son droit à des conditions de travail exemptes de discrimination pour obtenir un emploi. Donc, il y a quand même une protection. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a des limites qui peuvent découler d'une mention expresse du législateur. Puis vous avez des exemples dans votre cours également. J'essaie d'avancer un petit peu. Il y a des limites qui peuvent découler des termes, même à la disposition, qui consacrent la liberté ou le droit visé. On parle à ce moment-là de limites intrinsèques. Et il y a des limites qui peuvent découler des valeurs inhérentes à toute société libre et démocratique. On parle ici des clauses justificatives. Et puis c'est ce que je vous disais avec le test de Ox, qui fait référence à l'article 1 de la Charte canadienne également. Ok, alors on va passer maintenant au système judiciaire au Canada et au Québec. Comment ça se passe chez nous? Alors, au tableau, je vais juste vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Donc, c'est la reine auquel je faisais référence, qui est le chef exécutif du Canada, la reine d'Angleterre, Elisabeth II, qui est sur sa photo et sur nos billets de 20 $. Pour un petit rappel, chez nous, le pouvoir exécutif, on a donc deux premiers ministres, un premier ministre du Canada qui est Stephen Harper et le premier ministre du Québec qui est Pauline Marois. Attendez, j'essaie juste de regarder de quoi il s'agit en zoomant. Donc ici, je vous rappelle un petit peu comment sont départagés les pouvoirs. Dans le PowerPoint, je vous le passe rapidement parce que vous l'avez dans votre cours. C'était juste pour faire un petit rappel avec vous rapidement. Ici au tableau, vous avez les sources historiques du droit constitutionnel. C'est bon à savoir comment on est arrivé à la loi de 1982 sur le Canada qui régit la loi qui fait partie intégrante de notre loi constitutionnelle. Ici, vous avez une photo qui représente la Cour suprême du Canada. La Cour suprême est située à Ottawa, en Ontario, qui est à 1h30 de Montréal en voiture. Puis si un jour vous venez faire un tour à Montréal, je vous conseille vivement d'aller visiter. C'est vraiment très très joli à l'intérieur. Donc voilà, là vous avez un diagramme de comment est représenté le système judiciaire au Canada ou au Québec. Vous voyez sur le top qu'on a la Cour suprême du Canada qui est la plus haute cour, qui représenterait en comparaison avec la France la Cour de cassation. Donc je vais demander à l'un d'entre vous, puis c'est facile puisque vous l'avez au tableau, de me citer dans l'ordre croissant les différentes cours au Québec et de m'expliquer la compétence de chacune d'elles. Alors, est-ce que quelqu'un veut se lever puis me dire ça? Vous l'avez dans votre cours, vous ne pouvez pas vous tromper. Juste que j'aime vous connaître et interagir avec vous. Alors, si vous êtes debout, vous pouvez prendre la parole en me donnant votre nom, s'il vous plaît. Non, personne ne veut faire l'exercice? Est-ce que c'est Juliette que je vois debout?
Kama, est-ce que vous voulez prendre la parole? Oui, je veux bien. On a Allez-y, je vous écoute. Alors, on a les cours de première instance et les tribunaux de première instance, pardon, et les cours d'appel. Donc, plus généralement. Après, je connais pas toutes les compétences, enfin toutes les juridictions de première instance. Il me semble qu'il y a la cour, il y a la cour des provinces. Ça. Dans les tribunaux de première instance, donc voilà, c'est ça, on a les cours de province. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends, j'essaie de vous suivre. Je, Allez-y, terminez, puis je vais prendre la parole par la suite. Ah, d'accord. Je sais pas si vous m'entendiez ou pas. Euh, on a la Cour du Québec, les cours municipales et la Cour fédérale de première instance. Ensuite, on a les cours dans les tribunaux de première instance aussi, on a les cours supérieurs. Donc, il me semble qu'il y a la Cour suprême. Ah non, non, je me souviens plus exactement. On a les tribunaux administratifs. Et ensuite, ben, il y a les, dans les juridictions d'appel. Allô? Dans les juridictions d'appel, je sais qu'on a la cour d'appel du Québec et la cour d'appel enfin, les cours d'appel administratifs. Ok, merci pour votre intervention. Je vais laisser peut-être la parole à quelqu'un d'autre pour compléter. Vous m'avez pas donné l'ordre exact des cours, et puis j'aurais aimé également savoir quelles sont les compétences pour chaque cours. Qui fait quoi, en fait. Je pense qu'il y avait Anaïs D'accord. qui était debout. Oui. Ah. Oui. Oui, alors j'ai une petite question. Il me semble que d'avoir lu dans le cours que les cours fédérales et les cours provinciales étaient de niveau égal. Alors la logique ferait dire que les cours fédérales sont de niveau supérieur par rapport aux cours provinciales, mais je n'en suis pas sûre. Donc si c'est le cas, je dirais qu'il y a deux niveaux de juridiction. Pour commencer, la haute juridiction qui est la Cour suprême, ensuite les premières instances et les appels, puis les tribunaux municipaux et territoriaux, il me semble. Mais je donne ces informations à vue de nez puisque je ne vois pas du tout le diaporama d'ici, donc voilà. D'accord. Je vous remercie pour votre intervention. Désolée, Je vais revenir. Voilà, si je n'étais pas sûre de bien comprendre comment le système fonctionnait. Voilà. Je vous remercie. D'accord. Il n'y a pas de problème, je vais revenir là-dessus. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'essayer? Je pense lire Kongaza, Nagaza. Excusez-moi si je dis pas bien votre nom. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'essayer? Non? Bon, je vous tiendrai pas rigueur. Le système ici est un peu est pas mal différent du vôtre. Alors, le système judiciaire, comment il fonctionne? Vous pouvez voir au tableau. Si vous voyez pas le tableau, vous inquiétez pas, c'est dans votre cours, ou alors c'est dans le PowerPoint. Vous avez exactement le même PowerPoint dans votre cours sur Moodle, d'accord? Donc, quand je vous disais, ma question était assez précise, à savoir, citez-moi les différentes cours au Québec selon un ordre croissant et expliquez la compétence de chacune d'elles. D'accord? Alors, on va partir d'en bas. La dernière ligne, on part pas par la Cour suprême qui est en haut, on part par en bas et puis on va monter à chaque étage et je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne.
D'accord? Alors, vous voyez d'un côté du graphique qui est complètement sur la gauche, on voit tribunaux administratifs fédéraux, cour fédérale, cour d'appel fédérale. Ok? Ma question était sur les différentes cours au Québec. Donc, on ne se charge pas du tout du fédéral pour l'instant. Juste que pour que vous sachiez que le fédéral a des compétences bien précises. Par exemple, juste un exemple comme ça, en matière d'impôt, si quelqu'un a un problème en matière d'impôt, on ira devant la Cour fédérale. C'est une compétence, c'est de la compétence. On a les impôts au Québec, mais on a les impôts aussi au Canada. Mais si on a un problème avec la loi, une loi fédérale sur l'impôt, on ira par exemple directement devant une cour fédérale. D'accord? Donc le fédéral, on s'en occupe pas pour l'instant. Sachez juste qu'il y a des tribunaux administratifs fédéraux, une cour fédérale et une cour d'appel fédérale. Leur compétence est vraiment bien décrite dans les lois fédérales et c'est pas quelque chose que on voit souvent. Et quand on est avocat ici au Canada, on va dire plutôt à Montréal, en tout cas au Québec, on va pas souvent devant la Cour fédérale. C'est vraiment quelque chose qui est à part pour certaines compétences. Quand vous avez des problèmes, par exemple, en matière matrimoniale, famille, je sais pas, par exemple, vous voulez, votre médecin vous fait un mauvais diagnostic, vous voulez le poursuivre, des choses comme ça, tout ça, ça se fait au Québec. Ou alors, admettons que vous avez un vice caché dans votre maison, vous voulez poursuivre les vendeurs. Tout ça, ça se fait du côté du système judiciaire québécois. D'accord? Alors, si on part du bas du tableau, ok, vous allez voir, on a la Cour du Québec qui est représentée par 3 chambres. D'accord? La chambre civile, la chambre criminelle et pénale, la chambre de la jeunesse. De l'autre côté, complètement sur la droite, vous allez voir, on a les tribunaux administratifs et les tribunaux administratifs du Québec. Okay, donc ça, on est vraiment au bas de l'échelle. Tribunal administratif, c'est pour des compétences. Par exemple, on a les cours municipales. Admettons, la compétence qu'on leur donne, c'est, admettons, je me gare sans payer mon stationnement, je veux faire opposition à mon ticket de stationnement en disant non, finalement, j'ai payé, puis j'avais juste 5 minutes de retard ou quelque chose comme ça. Et ben là, vous allez directement devant la cour municipale. Okay, mais admettons que vous avez un problème en matière de divorce, vous allez devant la chambre civile de la Cour du Québec. Ok? Sachez que la Cour du Québec, donc sa chambre civile, est un tribunal qui est de première instance et qui entend toute demande dont la somme ou le contrat n'excède pas 70 000 dollars canadiens. Admettons en matière de bail, si vous avez un problème de bail sur plusieurs années, que vous voulez que par exemple la personne qui loue votre appartement ne vous a pas payé pendant longtemps et a une dette de moins de 70 000 dollars, vous irez directement devant la Chambre civile de la Cour du Québec, ou alors pour certaines questions en matière matrimoniale également, ou d'autres matières qui sont prévues par la loi. Et puis nous avons un code de procédure civile, et c'est ce code qui donne chaque compétence de chaque cours. Donc si un jour vous avez besoin de savoir exactement pour quelle matière on s'en va vers quel cours, vous allez dans votre code de procédure civile québécois. Ok. Donc suite à la Cour du Québec, on va monter un étage, on est à la Cour supérieure du Canada. La Cour supérieure du Québec. La Cour supérieure du Québec est un tribunal de droit commun de première instance qui entend toute demande qu'une disposition de la loi n'a pas attribuée exclusivement à un autre tribunal. D'accord? Donc, si dans votre code de procédure civile, on ne vous dit pas que telle matière va directement à la Cour du Québec ou devant une cour municipale, eh ben, vous allez devant la Cour supérieure du Québec, qui est un tribunal de droit commun. Évidemment, comme je vous le disais, on a dit que pour la Cour du Québec, on s'y rend. Admettons qu'on a un contrat en dessous de 70 000 dollars canadiens. Si c'est au-dessus de 70 000 dollars canadiens, vu que la Cour du Québec n'est pas compétente, on ira devant la Cour supérieure du Québec. Donc la Cour supérieure du Québec deviendra une cour de première instance dans ce cas-là.
Ensuite, on a la Cour d'appel du Québec qui entend les appels, qu'ils soient aussi bien de plein droit ou bien sur permission, des tribunaux inférieurs. Donc, que ce soit de la Cour supérieure du Québec ou de la Cour du Québec. C'est la Cour d'appel du Québec qui entend ces décisions sans réentendre la preuve. Et en dernier ressort, on a la Cour suprême du Canada, qui est, comme je vous le disais, la plus haute cour qui entend les appels de la Cour d'appel du Québec. Ok, donc passage obligé, tribunaux inférieurs, Cour d'appel du Québec, et ensuite on s'en va à la Cour suprême du Canada. Donc c'est ça pour les juridictions. On a l'autre côté, comme vous avez vu, on a les cours municipales. Si on a un problème avec la cour municipale, qu'on veut porter appel, vous voyez sur le graphique, ça monte. On va devant la Cour supérieure, on monte devant la Cour d'appel du Québec. Il y a aussi un tribunal des droits de la personne. Puis vous voyez, c'est le même cheminement. Si on a un problème en matière de droits de la personne, admettons au niveau de la charte, et ben à ce moment-là, on ira là. Et puis, s'il y a un appel, on s'en va devant la Cour d'appel. Donc normalement, ce diagramme vous montre un petit peu, résume en fait les compétences du système judiciaire. Mais comme je vous le dis, si vous avez besoin de savoir au Québec quelles sont les compétences, vers quelle cour je dois aller, c'est bien votre code de procédure civile québécois. Je vais mettre dans le chat tout de suite et vous référer à un site internet qui est gratuit, dans lequel vous aurez toutes les lois et tous les codes d'accès gratuit au Québec et au Canada. C'est le site qui s'appelle canly.org, si je pense bien. Je vais juste vérifier que c'est pas .ca mais bien .org. Toute petite seconde. Et sur ce site, vraiment, vous trouverez toutes les lois dont vous avez besoin et même la jurisprudence. Donc, c'est vraiment bien fait et tout le monde peut y avoir accès. Donc, c'est bien ça, c'est canly.org. Tout le monde peut y avoir accès. Et vous l'avez aussi bien en français qu'en anglais. Donc, canly.org, je vous conseille vraiment si vous avez... si je fais référence des fois à des lois que je vous ai pas mis dans le cours, vraiment d'aller là, de naviguer un petit peu, de regarder comment ça se passe. Vous avez les lois de toutes les provinces, de la jurisprudence également, et puis évidemment vous avez le code civil du Québec, le code de procédure civile du Québec. Donc tout ça vraiment sur ce site de l'Institut canadien d'information juridique. Alors, on va clôturer ce premier cours. J'aimerais savoir si peut-être vous avez des questions. Surtout, n'hésitez pas, c'est un premier cours, donc j'aimerais également un feedback, me dire si vous avez trouvé que je parle trop vite ou si vous pensez que j'ai que j'ai pas couvert tous les points ou des choses comme ça. J'ai été un peu vite sur la fin, c'est un cours d'1 heure. Dans le PowerPoint, vous voyez que j'ai expliqué pour les cours un petit peu les juridictions, comment ça se passe. Dans la Cour du Québec, il y a plusieurs chambres également que vous pouvez regarder. La Cour supérieure, vous voyez, je vous parlais des causes de divorce, des causes de faillite, en matière de recours collectif. Donc vraiment, tout est dans votre cours. Si avant chaque cours, vous regardez, avant chaque séance sur Second Life, vous regardez bien votre cours avant, vous arriverez vraiment à très bien suivre et à répondre parfaitement à toutes les questions que je vous poserai. Alors, merci à vous. Et est-ce que vous avez des questions, des commentaires ou juste vouloir partager une anecdote avec nous? Je vois Marie qui est debout. Allez-y, je vous écoute. Kama, Asie est également debout? Oui. J'aurais une question s'agissant du contrôle de constitutionnalité des lois. J'aimerais savoir s'il y a des contrôles a posteriori
des lois. Oui, on en parlait. Je vous disais que s'il y a un problème de constitutionnalité au niveau de la loi, en règle générale, ben, on va devant, c'est administratif, on ira devant le tribunal administratif, mais en règle générale, le plus haut niveau en matière de constitutionnalité, c'est bien la Cour suprême du Canada qui pourra dire si oui ou non une loi doit être jugée valide ou invalide. Le contrôle, il s'opère à l'occasion des litiges ou à l'occasion de la promulgation de la loi? Ça peut se faire aux deux niveaux. Il peut y avoir un litige qui emmène une question législative, ou il peut y avoir directement, au niveau de la promulgation de la loi, directement on se pose la question à savoir est-ce que cette loi pourrait être valide ou non. En général, la loi doit quand même doit être sur le point d'être promulguée pour qu'on ait ce problème. Et moi, j'ai pas vu dans le cours à qui a l'initiative en fait à part à l'occasion des litiges, c'est les parties qui sont à l'initiative du contrôle de constitutionnalité des lois. Mais dans le cas où on est avant la promulgation, j'ai pas vu, ou à moins que j'ai dû occulter cette partie, mais j'ai pas vu qui était à l'initiative du contrôle a priori de constitutionnalité des lois. Ça pourrait être par exemple un État. Admettons que par exemple la loi fédérale, je vous donne un exemple, il y a une loi fédérale qui doit sortir, et puis cette loi fédérale n'est pas dans son champ de compétences ou empiète sur le champ de compétences d'une des provinces, admettons, ou de la province. À ce moment-là, par exemple, l'État provincial pourra aller devant la Cour en disant que on empiète sur sa compétence et que la loi fédérale ne devrait pas être promulguée parce que c'est de la compétence de la province et non de la compétence du fédéral. Ça pourrait être un exemple. Est-ce que je De peux toute façon, reposer une question? si vous avez des questions là-dessus, je vais mettre sur le forum. J'ai un cours un cours que j'ai donné en matière de droit constitutionnel. C'est sûr que là, en 1 heure de cours, et c'est un cours en droit des affaires que vous avez. Donc, je passe pas beaucoup de temps sur la Constitution, ni sur les systèmes judiciaires en tant que tels. J'essaye dans le premier cours vraiment de vous donner un panorama rapide pour que vous ayez vraiment juste en main ce que vous avez besoin pour avancer, pour connaître un petit peu du système, comment il fonctionne ici, mais ce n'est pas un cours sur la constitutionnalité ou sur le judiciaire. Si ça vous intéresse, je vous donnerai plus d'informations sur le forum là-dessus, si vous me posez des questions précises. Mais peut-être qu'avec Gérald, on pensera à un moment donné à ouvrir un cours qui sera beaucoup plus poussé et qui répondra à toutes vos questions là-dessus. Parce que la jurisprudence est très variée. Il y a beaucoup de questions, de sous-questions. C'est vraiment quelque chose qui est très délicat et qui prend normalement ici au premier cycle 1 année complète pour répondre à toutes vos questions en matière de droit constitutionnel. Merci. Je vous en prie. Je vois deux personnes debout. Est-ce que l'une de vous veut prendre la parole? Pamela? Non, ou il y a Anne-Pierre aussi qui est debout? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui, très bien, merci. Alors, bon, ça rejoint le droit constitutionnel un petit peu, mais juste une dernière question à ce sujet. Je voulais savoir quel était le statut des territoires du Nord. Est-ce que les lois fédérales s'appliquent également à ces territoires ou est-ce que c'est complètement différent et séparé? Non, non, pas du tout. Évidemment, ça s'applique totalement. Ils font partie intégrante du Canada, donc les lois fédérales s'appliquent. Je vais peut-être pas prendre d'autres questions parce que le temps du cours est fini et j'ai un autre cours qui m'attend.
Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, mettez-les, me les envoyez pas en message privé, mettez-les dans le forum, comme ça tout le monde peut y participer. Et l'avantage d'un forum, c'est vraiment que d'autres étudiants, peut-être qui ont également d'autres connaissances ou d'autres sous-questions, peuvent également répondre. Vous pouvez interagir. Et moi, une fois par semaine, je regarde le forum et je répondrai à vos questions. Donc, si vous voulez plus d'informations dans certaines matières, n'hésitez pas à me les mettre sur le forum et puis je vous répondrai ou je vous renverrai vers des décisions jurisprudentielles. Alors, je ne sais pas si Gérald, tu as quelque chose à ajouter pour clôturer ce cours. Mais en tout cas, je vous remercie à tous d'avoir été présents en grand nombre pour ce premier cours. Merci pour vos interactions également qui étaient intéressantes. Pour le prochain cours, s'il vous plaît, lisez le cours avant, comme ça, le prochain cours, j'irai moins sur le fait de rappeler des points essentiels du cours, mais on ira plus sur travailler ensemble et faire des cas pratiques. Donc, je vous donnerai des cas au tableau. Je vous laisserai quelques minutes pour y répondre. Et donc, je veux vraiment que chacun d'entre vous prenne le soin de connaître votre cours avant pour qu'on puisse vraiment travailler ensemble et avoir une bonne interaction. Alors, merci à tous. Je vous dis bonne soirée. Gérald, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Merci en effet à tous. Je n'ai presque rien à rajouter, si ce n'est en effet que je crois que nous sommes vraiment arrivés là à un format d'échange qui est celui que nous voulons. Il m'a semblé que les interactions n'ont jamais été aussi riches dans le cadre de ces cours. Donc, bravo à tous en tout cas. C'était, me semble-t-il, très bien de ce point de vue-là. Et en effet, information technique. Nous allons ouvrir dans les prochains jours la suite du cours sur la FDV. Et je vous rappelle que vous avez accès au calendrier et il est prévu que la prochaine séance ici même ait lieu le 26 février à la même heure. Voilà, donc d'ici là, vous travaillez sur la FDV et rendez-vous ici le 26 février. Merci à tous et bonne soirée. Et en effet, alors Johan, vous allez nous dire où vous êtes. Hein. On veut savoir, si vous n'êtes pas en Europe, en effet, on souhaite bon après-midi à Dobacaré, mais on veut savoir depuis quel endroit vous... Non, je suis bien à Lyon. Ah, vous êtes à Lyon. Bah, non, c'est décevant. Qui n'est pas à Lyon Oui. parmi vous, hein? Alors, oui, Soulim, vous êtes à quel endroit êtes-vous? Bonjour, je suis à Séoul, Ah, bah écoutez, très bien, vous êtes en Corée du en Sud. effet, ville, somme toute, très agréable. J'imagine que vous n'avez pas eu trop de problèmes pour trouver une connexion Internet, probablement avec un bel écran Samsung. Ah oui, je suis bien servi. Petit souci avec le décalage horaire, mais Oui, niveau parce que technique, là, ça va. vous fait lever quasiment très tôt. Enfin, vous avez quoi? C'est combien? C'est 6 heures, 7? Je ne me rappelle plus. 8 heures. 8, oui, donc c'est ça. Oui, vous travaillez en pleine nuit. Quel courage. Très bien. Merci à vous. Gérald, pour rajouter quelque chose, je suis à Montréal, mais toujours avec un écran Samsung également en face de mes yeux. Bon. Merci à tous et donc bonne soirée. Alors, journée, bonne nuit. soirée à tous et à bientôt. À bientôt.